Bonjour, bienvenue à notre quai du souvenir nommé le cimetière de l'océan. Approchez-vous, branchez votre casque, fermez les yeux et montez le son. La visite va commencer. Je suis Julien Maroyot et je suis votre guide ici. Nous marchons le long du quai. Vous voyez tous ces navires sortis du fond de l'océan que nous avons déjà passés en revue. Sublime, n'est-ce pas? D'un autre temps, d'une autre époque révolue, oui. Ah, nous voici devant notre visite du jour. Impressionnant, non? Prenons un peu de recul pour admirer la ligne du Île-de-France. Nous l'avons amarrée juste à côté de Andrea Doria, car leur histoire est liée. Donc, c'était un choix judicieux, je pense. Nous le découvrons ici, dans sa livrée de 1927, lors de sa mise en service. 241 mètres de long, qui en font, à ce moment-là, le paquebot le plus long construit après la Première Guerre mondiale. Sa coque est noire, sa superstructure blanche est surmontée de 3 grandes cheminées centrées aux couleurs rouge et noire, puisque c'est un navire français appartenant à la Compagnie Générale Transatlantique, ou French Line pour nos amis d'outre-Atlantique. Oui monsieur, c'est bien un paquebot français construit au chantier de Saint-Nazaire, dont la réputation n'est plus à faire. Les ouvriers étaient particulièrement fiers de l'accomplissement de ce navire de 42 000 tonnes. Il fut achevé en seulement 31 mois, battant les Anglais et les Allemands. C'est une prouesse dans ces années d'après-guerre. Si d'extérieur, rien ne le distingue de la concurrence outre sa taille, nous avons affaire à une architecture classique. C'est à l'intérieur qu'il faut s'intéresser car c'est ce qui en fera sa renommée. Allez, suivez-moi, nous empruntons la coupée qui est la rampe d'accès nous permettant de monter à bord. Laissez vos valises ici s'il vous plaît, un steward s'occupera de la conduire à votre cabine. À bord d'Île-de-France, messieurs, dames, c'est 1640 passagers qui peuvent embarquer et 800 membres d'équipage. 9 ponts composent cette véritable petite ville flottante. Comme d'habitude, je vous ai obtenu des billets d'entrée en première classe et nous voici donc sur le point de franchir les portes du grand hall. Un instant. Un petit point histoire. En 1925 eut lieu à Paris l'Exposition internationale des arts décoratifs. Elle avait fait sensation, affirmant un nouveau style moderne aux formes simples, épurées et géométriques. Le style art déco était donc né et Île-de-France en sera la vitrine pour la première fois sur un paquebot. Allez, entrons. Oui, c'est toujours très impressionnant. Au milieu de cette pièce sont disposées des petites tables basses, des fauteuils, mais on y trouve surtout son imposant escalier principal à double révolution et son arc central en anse de panier qui n'est pas sans rappeler les ponts parisiens. Et oui, le paquebot est baptisé Île-de-France. Vous vous doutez bien qu'il y aura quelques références à cette région. Si vous montez cet escalier, vous trouverez les coursives conduisant aux cabines et appartements de luxe. Nous y reviendrons. Restons à ce niveau pour le moment. Autour de ce foyer principal, vous pourrez accéder au magasin. Les coiffeurs pour hommes et femmes, le bureau du commissaire de bord, le bureau de tabac, mais aussi une nouveauté sur un paquebot. La chapelle pour les offices religieux, avec ses vitraux et son Christ en verre mouluré. À ce niveau, vous ne trouverez ensuite que des cabines de première classe. Bon allez, je vous en fais visiter une. Vous voyez, toutes sont faites ainsi. 2 lits simples, pas de couchettes superposées, et chaque cabine dispose de sa salle de bain et de son WC privatif. Panneau de bois laqué au mur, une coiffeuse avec son joli miroir ovale, c'est chic, chaleureux et très confortable. À présent, empruntons ce bel escalier et rendons-nous au boat deck, littéralement le pont des embarcations. Admirez au passage cette rampe de fer forgé et profitez-en pour vous regarder dans cet imposant miroir au centre de l'escalier. Tout paraît immense, n'est-ce pas? Là, nous y voilà. J'aimerais vous faire visiter le salon mixte ou salon de thé puisque c'est ici qu'il était servi en fin d'après-midi. Au mur, ce sont des petits panneaux en loupe de frêne encadrés de baguettes de bronze. Le plafond est en caisson de staff, c'est du plâtre quoi. Mais voyez, au centre de cette pièce, sur son socle carré, une variante de la nymphe de Fontainebleau, réalisée par le sculpteur Alfred Auguste Janniot. Lui faisant face, sur le mur, une immense toile de Jean-Théodore Dupas.
représentant Sylvie, tiré de la nouvelle publiée en 1853 par Gérard de Nerval. La nouvelle raconte l'histoire d'un voyage géographique dans lequel son narrateur retourne sur ses terres natales et en voyage, il se remémore ses souvenirs et ses amours d'enfance, dont cette Sylvie qu'il retrouvera. L'œuvre ici fait donc écho au voyage intérieur que doit vivre le passager que nous sommes dans ce salon. Vous voyez ces 6 grands vases reposant sur leur socle en marbre répartis dans le salon ? Ils ont été exécutés par la Manufacture nationale de Sèvres. Et regardez, hop, ils sont éclairés de l'intérieur. Ah, une très très belle pièce. Bon, allez, revenons vers l'avant. Par ici, on repasse devant le grand escalier et nous entrons dans le grand salon ou salon de conversation. Oui, là encore, ça ne laisse pas indifférent. Allez-y, prenez le temps de déambuler dans le salon. Voyez ces grandes glaces séparées par ces immenses colonnes de laque rouge. De chaque côté de l'immense pièce, 4 statues dorées représentent respectivement la Seine, l'Oise, la Marne et l'Aisne, les 4 fleuves qui traversent l'île de France. Levez les yeux pour admirer ce plafond à caissons d'une seule portée, d'où nous parvient une lumière indirecte. En fait, les ampoules sont cachées dans les corniches ou les caissons de verre doré. Et que dire du mobilier ? Fauteuil en bois de bubinga, hêtre laqué, recouvert de velours ou de damas vieil or. Voyez ces grands canapés, il y en a 10 dans la pièce et proviennent de la fabrique d'Aubusson. Les motifs réalisés à l'aiguille représentent les armoiries ou châteaux de 10 villes d'Île-de-France. Les détails sont fascinants. Au centre de la pièce, là ? Oui, madame, c'est bien un parquet de piste de danse. Nous reviendrons ce soir et vous verrez que cette pièce est encore plus magnifique et surtout animée. Et puis, on pourra danser. Allez, retraversons le salon de thé et rendons-nous vers l'arrière du paquebot, derrière la 3e cheminée. Après avoir traversé une belle galerie, nous voici arrivés au fumoir de première classe, s'élevant toujours sur 2 niveaux, pont A et B. Boiserie en bois de palissandre, petits fauteuils de cuir autour de tables carrées, moquette à motifs géométriques. À chaque bord de la pièce se trouve un escalier et sur le mur entre ces 2 escaliers, vous pouvez admirer une grande carte stylisée de l'Afrique du Nord. C'est une œuvre que l'on doit à Léon Carré. Mais ce fumoir sera également réputé pour son bar. C'est le plus grand bar de l'océan, 8 mètres de long. Allez-y, installez-vous. Vous prendrez quoi ? Whisky monsieur, ok. Champagne pour madame, très bon choix. Les caves de la Transat regorgent des meilleures bouteilles de notre pays. Vous êtes à bord de l'ambassadeur français sur l'Atlantique. Allez, trinquons. Si nous empruntons les escaliers et que nous remontons au Sun Deck, au-dessus de nous, nous serons dans le délicieux café Véranda. Un classique à présent sur tout grand liner. Il ne diffère pas des autres. Grande baie vitrée s'ouvrant sur l'océan, mobilier en rotin. Votre verre est terminé ? Bien. Allons nous reposer avant le repas. Empruntons la galerie qui nous fera traverser le très élégant et confortable salon d'écriture ou encore le salon de lecture, dont la décoration fut dirigée par le célèbre architecte Leleu. Si toutefois vous avez oublié le nom du navire, regardez, sur le lambris laqué des murs, au centre des panneaux, et oui, ce sont des fleurs de lys, symbole de l'île de France, réalisées en émail, messieurs dames. Ah, nous revoilà au grand escalier. Pour les passagers logeant en cabine de première classe, suivez ce steward, il vous y conduira. Les autres, qui ont réservé une suite de luxe ou un appartement, montons d'un étage. La compagnie a fait créer 8 appartements de luxe et un appartement de grand luxe. Saint-Germain, Compiègne, Fontainebleau, Senlis, Chantilly, Noyon, Beauvais et Versailles. Tous possèdent bien sûr une antichambre desservant la salle de bain, le toilette, la chambre et la salle à manger.
3 personnes peuvent coucher dans les suites. L'appartement, lui, est prévu pour 7 personnes. Bien, je vous laisse vous reposer, vous rafraîchir. Profitez, faites le tour du navire. Le gymnase est tout à l'avant du boat deck, si vous voulez faire un peu d'exercice. Il y a des bains également d'hydrothérapie. D'ailleurs, c'est très agréable. Ou bien, vous pouvez vous promener sur le plus grand sun deck de l'Atlantique et profiter des jeux de raquettes de pont. On a tendu des filets que vous trouverez entre les cheminées. Et si toutefois vous me cherchez, je serai au Café Véranda en train de lire un bouquin. Joignez-vous à moi. Dans tous les cas, retrouvons-nous devant la salle à manger pour le déjeuner. Île-de-France a levé l'ancre. Les remorqueurs nous ont aidés dans la manœuvre. Le sifflet a retenti dans le port du Havre. C'est une très belle carrière qui débute par une première traversée le 22 juin 1927. À bord, c'est une fête perpétuelle où l'alcool coule à flot. Évidemment, en ces temps de prohibition aux États-Unis, la clientèle américaine raffole du luxe et du savoir-vivre à la française, ainsi que de ses fins spiritueux. Ce qui ouvre également une petite contrebande. De l'alcool était caché par les membres d'équipage, caisses de champagne, Cointreau, Grand Marnier, cognac ou caisses de vin. Dans les malles des marins ou dans des cachettes ingénieusement trouvées, dans Île-de-France comme les canots de sauvetage. La douane américaine en était furieuse. Ils ne rigolaient pas du tout avec ça et procédaient à des fouilles musclées lorsque le paquebot accostait au quai de la French Line. Les membres d'équipage étaient enfermés dans la salle à manger et la douane n'y allait pas par 4 chemins. Les panneaux étaient arrachés du mur sans plus de cérémonie dans les espaces de l'équipage. Les couchettes retournées, les malles vidées et démontées de fond en comble. S'ils trouvaient quelque chose, les amendes étaient salées pour le commandant Blancard, tenu responsable de son équipage. Les sanctions étaient si sévères que la compagnie envisageait même de ne pas prévoir d'alcool pour les voyages retour. Mais cela leur aurait été plus préjudiciable finalement, au risque de voir la clientèle américaine voyager avec leur propre compagnie nationale ou bien se tourner vers les compagnies allemandes ou britanniques. Bien que les flux migratoires étaient en net déclin, amorcés entre autres par les quotas d'entrée de plus en plus drastiques aux États-Unis, Île-de-France était souvent quasiment complet. Un paquebot ne l'est jamais à 100%, mais avant le crash de 29, Île-de-France peut se vanter d'être souvent plein au 4/5 de sa capacité, avec la quasi-totalité de ses cabines de luxe occupées. Le franc succès d'Île-de-France bénéficie indirectement à France et Paris qui voient eux aussi leur fréquentation remonter. Que peut-il manquer à bord d'un paquebot français ? L'alcool coule à flot, aux différents bars, le luxe et le confort y sont sans égal, vraiment. Avez-vous remarqué d'ailleurs ? La ventilation diffuse une température identique partout dans le navire. Il y fait bon partout. Et si dans votre cabine il y fait trop chaud ou trop froid, vous pouvez l'ajuster individuellement. Vous êtes lassé de monter ou descendre les escaliers ? Pas de problème, on trouve 5 ascenseurs à bord. Et regardez cette fourmilière aux petits soins auprès de la bonne clientèle. Les membres d'équipage qui circulent et s'activent à leur poste sur le navire. Une vraie petite ville attentive aux moindres faits et gestes des 1640 passagers. Ah, vous voilà tous. Alors, vous avez pris vos aises dans vos cabines respectives ? Parvenez-vous à vous orienter dans ce palais ? Bon, très bien. Allez, il est temps de profiter de la bonne cuisine française transportée sur l'Atlantique. Souvenez-vous que nos meilleurs chefs sont employés par la Transat. Mais avant, vous serez peut-être estomaqué par la beauté de cette salle à manger. Allez, entrons et descendons ce bel escalier. Oui, c'est monumental. En 27, c'est la plus grande salle à manger sur un paquebot. Elle est située entre les 2 cheminées avant et mesure 44 mètres par 28. Et elle s'élève sur 3 ponts si on compte son dôme. 700 convives peuvent y dîner dans un luxe sans pareil. Cette pièce est l'œuvre de l'architecte Pierre Patou. Les verres moulés qui diffusent la lumière qui semble provenir du soleil lui-même est réalisé par la maison Lalique. La pièce est essentiellement revêtue de panneaux de marbre. Face à nous, sur le mur du fond, une fresque ovale, œuvre de Édile Legrand et Léon Voguet,
représentant une scène de chasse en Île-de-France bien sûr. Au centre de la pièce, entourée de tables, une fontaine faite en tuyaux de cuivre argenté et doré. À l'avant de cette salle à manger, la compagnie a fait aménager 4 petites salles à manger particulières, pouvant accueillir chacune 6 convives et qu'on a nommées Saint-Cloud, Saint-Denis, Rambouillet et Malmaison. Prenons place, messieurs, mesdames. Regardons le menu. Alors, le menu suggestion de ce midi nous invite à choisir le hors-d'œuvre à la française, ou bien la sole de Plymouth meunière, l'émincé de volaille à la king peut-être, les petits pois fins au laitue, côtelettes d'agneau grillées, pommes allumettes, puis la salade de saison. Enfin, le plateau des fromages français, puis les pâtisseries parisiennes. Ou bien la coupe Adelina Patti, vanille, ananas, framboise. Ou bien encore la corbeille de fruits, évidemment. Ah, ça met l'eau à la bouche. Et ce n'est que la suggestion. Beaucoup plus de choix se trouvent dans la colonne de gauche. Oui, bien sûr. Ah, bien, me voilà rassasié. Une promenade me ferait le plus grand bien. Pas vous ? Bon allez, remontons sur le sun deck et marchons au grand air. Oh, je ne vous ai pas prévenu. Non, n'ayez crainte. Venez. Regardez, depuis l'arrière du navire, c'est un hydravion qui vient de s'envoler, catapulté depuis l'arrière d'Île-de-France. Cette prouesse est une première et vous ne la verrez que sur Île-de-France. Cette opération était réalisée au 4e jour en mer. Elle permet d'acheminer plus vite le courrier vers New York et quelques passagers peuvent y prendre place aussi. Ça peut vous paraître anecdotique aujourd'hui, mais souvenez-vous qu'à l'époque, le courrier était le seul moyen de correspondre. Le téléphone n'équipait que très peu de foyers parmi les plus riches. Les télégrammes étaient eux aussi coûteux, là où un timbre était bon marché. Et vous savez quoi ? Catapulter un avion depuis les ponts d'un transatlantique était un événement tel qu'en août 1928, on manqua de timbres à bord d'Île-de-France pour envoyer le courrier. Une première et un comble pour un navire postal. 2 appareils différents ont été utilisés jusqu'en 1930. Le premier, un Liorey et Olivier H198, monomoteur de 450 chevaux, pouvant voler à une vitesse de 150 km/h. C'est un appareil robuste, capable de tenir en cas de tempête ou de grains au-dessus de l'Atlantique. En 1929, on optera pour un CAMS 37 numéro 96, modèle ayant l'avantage d'avoir des ailes repliables, plus pratique pour le chargement à bord et l'encombrement de l'arrière d'Île-de-France. Le catapultage de l'hydravion se fait sur une rampe de 30 mètres de long fixée au pont arrière B, l'hydravion étant au-dessus du pont A. Il est catapulté avec un chariot et une détonation faite à air comprimé. C'est très impressionnant à voir et cet exploit sera salué de part et d'autre de l'Atlantique. Mais cette innovation requiert un temps calme. Elle n'est donc réalisée qu'à la belle saison et finalement, entre 1928 et 1930, on ne l'utilise que 24 fois. En plus d'être coûteux, on se rend compte que le catapultage fatigue prématurément la structure d'Île-de-France. Dès 1930, on décide donc d'arrêter ce service. « 1930. Bien des choses se sont déroulées en 3 ans de service. La première, et non pas des moindres, le crash de 29 qui précipite l'économie mondiale dans une chute vertigineuse. La bourse s'effondre, les riches sont moins riches, voire même très pauvres, et les pauvres, encore plus pauvres. Et comme nous l'avons déjà vu, les voyages transatlantiques ne sont pas épargnés et les réservations s'effondrent complètement. À compter de ce moment, il faut trouver un moyen de continuer de faire rentrer de l'argent. Même si jusque-là, la French Line connaissait un bon taux de réservation à bord de ses navires, les caisses n'étaient jamais pleines et il est évident que sans l'aide de l'État, il aurait été bien difficile de tenir jusque-là.
N'oublions pas d'ailleurs que le projet T6 est sur le point de voir le jour. T6, eh bien, c'est le premier nom de ce qui deviendra le légendaire Normandie, plus grand et plus rapide paquebot de la compagnie qui imposera la suprématie française sur l'Atlantique. Pour l'heure, nous en sommes loin et le projet est clairement plus qu'incertain. Une partie de la classe la plus riche a encore les moyens de voyager. Et s'ils ne traversent pas l'Atlantique, on se rend compte qu'ils sont friands de croisières, à bord des palaces flottants. Alors, eh bien, on répond à cette demande et on développe des voyages dans les pays nordiques où on découvre les fjords de Norvège, on part sur les côtes de l'Amérique latine, on développe des trajets au Canada, etc. Et ainsi, on retrouve un certain équilibre. Pendant ce temps, le vieil ennemi allemand à qui on a absolument tout pris à la sortie de la Première Guerre mondiale revient encore plus fort en 1930 avec son Europa. Eux qui, depuis 1920, n'avaient plus de navires marchands, reviennent en à peine 10 ans avec un géant de 283 mètres à la ligne racée, une superstructure moderne tassée avec 2 cheminées basses et capable d'atteindre les 28 nœuds, là où notre Île-de-France n'en fait que 24 tout au plus. En plus, il ne sera pas seul. Son jumeau, le Bremen, viendra l'épauler et ils formeront un tandem terrible sur l'Atlantique, remportant coup sur coup le ruban bleu. Il est amusant, mine de rien, de penser que, 20 ans plus tard, Île-de-France et Europa, 2 vieux ennemis, vogueront de concert sous le même pavillon français. Mais n'avançons pas trop vite dans notre voyage. On le sait, l'accent de la Compagnie Générale Transatlantique pour Île-de-France n'a jamais été la vitesse, non. C'est son confort et son luxe. Mais, en 1931, un nouveau rival vient chatouiller les Allemands. C'est les Italiens, avec le très élégant Rex, qui vient ravir le ruban bleu avec ses presque 30 nœuds. La course à la vitesse est relancée sur l'Atlantique. Vous avez à présent une vision d'ensemble de ce qui se déroule sur l'Atlantique et de ses principaux leaders. Bon, les Anglais sont toujours là aussi, mais clairement, leur flotte est vieillissante. Du côté de la Cunard, Queen Mary est en chantier, la White Star Line ont sorti leur petit MV britannique, mais nous ne sommes pas dans le grand luxe et sa vitesse de 18 nœuds ne fait pas de lui un concurrent. Le reste, des vieux navires vous dis-je. Mauretania, Aquitania, Olympique, tous datent de l'avant-première guerre mondiale et ont un look et un confort désuets, même si les Anglais apprécient toujours de voyager à leur bord. Quant à nous, nous sommes toujours à bord d'Île-de-France, dans le début de ces belles années 30. Mais vous voyez comme les mines deviennent de moins en moins insouciantes chez certains et, comme tout semble prendre petit à petit, une mine nostalgique. Le climat politique français devient de plus en plus instable. La Troisième République bat de l'aile et vit ses dernières années. Mais ça, on ne le sait pas encore. En Allemagne, un petit moustachu aux grandes idées très arrêtées arrive au pouvoir et crée le Troisième Reich. À bord des paquebots allemands, les couleurs changent et le pavillon qui claque à leur proue et tapisse les salons est d'un goût un peu douteux et annonciateur d'un avenir assez sombre. Notre Île-de-France a connu aussi des transformations. Vous voyez, le fumoir est devenu entre 1932 et 1933 le Café de Paris. Sa décoration est plus gaie, plus claire, son escalier droit a disparu et on y a ajouté un beau garde-corps en fer forgé. Alors, appréciez-vous le voyage? Êtes-vous conquis par le luxe et le confort d'Île-de-France? Oui? Parfait. Profitons encore un peu du voyage. Savourons encore un peu le grand air insouciant du milieu des années 30. Nous sommes en mai 1935 et regardez par ici cette sublime silhouette qui navigue à nos côtés. C'est Normandie. Île-de-France n'est plus le fer de lance de la Transat. Celle-ci est enfin à la place qu'elle mérite. Notre frère de route s'empare du ruban bleu qui orne fièrement le mât arrière. Il est non seulement le plus rapide, mais il est aussi encore plus luxueux qu'Île-de-France. Toutefois, notons une harmonie dans le trio de tête de la French Line avec Paris qui navigue toujours. Tous sont décorés dans le style art déco par les meilleurs artistes du genre. France est parti en destruction lui. Et puis, n'oublions pas notre cher Champlain et le Lafayette qui sont nos 2 cabin ships dont le luxe n'a pas à rougir à côté de notre trio de tête.
Je vous préviens, messieurs, dames, nous allons à présent rencontrer le gros temps et ces magnifiques dernières années ne seront bientôt plus qu'un lointain souvenir à la douce odeur de naphtaline. Jamais plus la Transat ne connaîtra de période aussi dorée. 3 septembre 1939. On est bousculé dans les coursives et sur les ponts, n'est-ce pas ? Voyez comme les visages ne sont pas du tout à la fête. Ils sont crispés et oscillent entre soulagement et inquiétude pour ce monsieur. Nous venons de quitter le port du Havre en paix pour la dernière fois. Dans à peine une poignée d'heures, la France sera officiellement en guerre contre l'Allemagne. Île-de-France est le dernier paquebot français à quitter le pays. Nous sommes surchargés. 1777 passagers sont entassés à bord. 400 de plus que la moyenne habituelle. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour profiter de l'art de vivre à la française, non. La plupart des passagers avec nous sont des ressortissants américains surpris par l'imminente entrée en guerre. Ils souhaitent fuir le pays et retourner chez eux au plus vite. Nous profiterons quand même du bar et des quelques distractions à bord, mais vous verrez que le cœur n'y est pas et que ce sera dans un contexte particulier. Le soir, pas de lumière sur les ponts. On masque également les hublots pour diffuser le moins de lumière possible. Il ne faut pas être repéré par les Allemands. Imaginez l'angoisse d'être torpillé en pleine nuit. Je sais, il sera difficile de dormir sur vos 2 oreilles. Cette traversée n'est pas reposante du tout. « 9 septembre 1939. Enfin, nous arrivons à New York. L'ambiance y est nettement plus détendue. Île-de-France accoste au quai de la French Line à côté de Normandie. Champlain est là aussi et on a commencé à le peindre en gris. C'est une image quelque peu émouvante quand on y pense. C'est la dernière fois que ces 3 joyaux de la Transat sont réunis ensemble. Seule Île-de-France sortira indemne du conflit. La Compagnie Générale Transatlantique décide de désarmer Île-de-France et de le conserver en attente aux États-Unis. Comme pour Normandie, ils ne veulent pas prendre le risque de le ramener en France. On réduit son équipage au strict minimum pour assurer l'entretien et on le remorque au mouillage à Staten Island. Le navire est silencieux, vide. Seuls les mécaniciens montent à bord pour entretenir ces turbines Parsons en état de fonctionnement. D'autres s'attellent à nettoyer les ponts extérieurs où seuls les oiseaux viennent s'y promener et faire leurs besoins. Nous continuons d'arpenter ces coursives silencieusement. Nous ne sommes que des fantômes à bord, nous promenant dans l'histoire parmi les 245 000 autres fantômes des passagers transportés par Île-de-France en 346 traversées entre 1927 et 1939. En mars 1940, l'amirauté britannique souhaite le louer afin de transporter des caisses de matériel, de munitions et des avions démontés. Après un accord avec la Transat, son mobilier et sa décoration sont évacués et il quitte New York qu'il ne reverra pas avant un long, très long moment. En effet, à la capitulation de la France en juin 40, il se trouve au port de Singapour. On demande à son commandant et à une partie des membres d'équipage de revenir en France. Les quelques 70 membres de son équipage restés à bord continuent d'entretenir le navire en état de naviguer. Au cours de l'été, ils annoncent qu'ils se rallient aux Alliés et à la France libre. Il est alors saisi par les autorités britanniques qui veulent le transformer en navire de transport de troupes. Il va donc rejoindre ses nouveaux frères de route anglais qui sont Queen Mary, le tout nouveau Queen Elizabeth, le vieux Aquitania, qui connaît son 2e conflit mondial d'ailleurs, le Mauretania II, le Pasteur de la Compagnie Sud Navigation et le New Amsterdam. À eux 7, ils vont transporter vers les différents fronts un nombre incalculable de jeunes soldats. Certains s'accordent à dire que sans l'effort de guerre fourni par ces géants des mers, puissants et rapides, le conflit aurait probablement duré 1 an de plus. Est-ce utile de vous passer en revue toutes les missions d'Île-de-France ? Je ne pense pas, mais son service n'a vraiment pas été de tout repos. Australie, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Yémen, Asie, Inde, Angleterre, Écosse et j'en passe.
Puis, à partir de 1943, il revient sur l'Atlantique et cette route qu'il connaît très bien. Ainsi, on le retrouve à Halifax et New York, où il passe sûrement devant le Normandie, couché calciné dans sa misère. Tous ces soldats, entassés dans la robe grise d'Île-de-France, sont loin du confort habituel du paquebot. Oubliez les bars et les soirées dansantes ou même les concerts. Pour optimiser la capacité de transport, les salons sont devenus des dortoirs où les couchettes sont collées les unes aux autres. Les cabines sont réservées aux officiers ou commandants, mais là encore, ils la partagent avec d'autres officiers. Pour eux, ce fleuron de la marine marchande française n'est qu'une bétaillère parmi les autres qui les transporte tout droit à l'abattoir dans le confort le plus spartiate possible. À bord, on joue aux cartes, on discute, on regarde l'horizon et puis surtout, on s'y ennuie. Imaginez le nombre de paires de bottes ayant foulé ces ponts au cours des 5 éprouvantes années à sillonner toutes les mers du monde. On estime à plus de 485 000 le nombre de soldats étant passés par les ponts d'Île-de-France. À l'automne 1945, les Anglais rendent l'Île-de-France à la Compagnie Générale Transatlantique. Pour autant, ils continuent de rapatrier les Américains chez eux jusqu'en mai 1946, où enfin, on l'envoie au chantier pour une remise en état bien plus que méritée, et surtout, il va être remanié de fond en comble. Il aura effectué environ 30 fois le tour de la Terre. C'est déjà un paquebot de presque 20 ans, et c'est long 20 ans. À l'issue de la guerre, il recevra quand même la Croix de guerre et sera nommé Chevalier du Mérite maritime. La Compagnie Générale Transatlantique n'a plus rien. Normandie n'est pas sauvable, Champlain est coulé à la palisse et ne peut être renfloué, Lafayette a brûlé lui aussi avant le conflit, Paris, idem. Ils pourront renflouer le vieux de Grasse coulé à Bordeaux par les Allemands et récupérer le repas en compensation, mais là aussi, il est coulé par faible fond dans le port du Havre après avoir heurté l'épave de Paris. Rien ne va plus. La si resplendissante French Line d'avant-guerre n'est à ce moment plus qu'un lointain souvenir, une bête agonisante dans son coin. Toutefois, il faut aller de l'avant. On entreprend donc la coûteuse opération de renflouer De Grasse et Europa. Et les travaux de modernisation d'Île-de-France commencent en avril 1947 au chantier de Saint-Nazaire où il est né. Alors, à bord, ne restez pas au milieu du passage, vous allez gêner. On fait table rase de tout. Les 3 cheminées sont retirées, ferraillées, on n'en conservera que 2. De toute façon, la 3e était décorative. Ces 2 nouvelles cheminées seront plus larges, de forme elliptique et de taille inégale, à l'image de ce qu'on avait déjà réalisé pour Normandie. En lieu et place de la 3e, au pont C, la compagnie y fera une piscine qui manquait jusque-là à bord. Pour ça, des cabines et un bureau sont supprimés. Et puis pour l'intérieur, on a récupéré une partie du mobilier et de la décoration de Normandie. Il est donc réparti entre Europa et Île-de-France. Europa qui, à présent, porte le nom de Liberté. On retrouve alors des tapisseries de Normandie découpées pour être adaptées de manière discutable au très joli nouveau fumoir de classe cabine d'Île-de-France. Dans la salle à manger des premières, on y trouve le mobilier et les fauteuils de Normandie, mais aussi ces lumières créées par René Lalique qui sont des grandes cascades de verre majestueux descendant du plafond. C'est sublime. Au mur du fond, un bas-relief monumental y représente à présent l'Île-de-France. Mais on réduit également la surface de cette salle à manger qui passe de 700 couverts à 480. Il y aura à présent 2 services. Des panneaux de Dunant, eux aussi récupérés de Normandie, se retrouvent à orner les murs du grand salon. On a supprimé des cabines de première classe à l'avant, au niveau du pont de promenade couvert, pour y créer une salle de spectacle. Lui qui pouvait auparavant accueillir 1640 passagers, peut à présent en embarquer 1345 avec un meilleur confort et plus d'espace dans les quartiers de l'équipage. À l'extérieur, la peinture noire de la coque ne se termine plus par un trait droit. Elle remonte en courbe à la pointe haute de la proue, à l'image de ce qui était sur Normandie.
Au terme des 2 ans qu'auront duré les travaux, Île-de-France est profondément transformée et modernisée. Son intérieur est toujours art déco bien sûr, mais plus luxueux et par endroits moins pompeux, plus moderne et coloré. C'est un événement tel qu'on organise une nouvelle traversée inaugurale tout en rappelant que le Rue de la Paix de l'Atlantique est de retour. Et donc, nous voici le 21 juillet 1949 à bord, direction New York pour son grand retour sur la prestigieuse ligne de l'Atlantique Nord. Quelle fête! Quelle fête! Loin de nous les souvenirs de la guerre. Si vous aviez voyagé sur Normandie, vous ne serez pas complètement dépaysé sur Île-de-France. Allez, peut-être simplement un peu nostalgique de la grandeur des pièces, oui. Mais ces belles tables, cette cuisine toujours aussi raffinée et les caudalie de ces vins soigneusement choisis sauront chasser ce spleen. Et puis, quelle arrivée à New York, mémorable pour la seconde fois sous les jets des bateaux-pompes et les sirènes des remorqueurs. Île-de-France était un navire très aimé avant la guerre, il le sera toujours autant après-guerre malgré ses 20 ans qu'on a su soigneusement atténuer. Il n'est pas le plus rapide ni même le plus grand, mais dans le cœur de ses passagers, tout ça n'a pas grande importance. On y est bien et le personnel de la Transat est toujours aux petits soins. Mais ce qui lui conférera une place encore bien plus importante dans le cœur de ses contemporains et des marins, c'est que, dans cette seconde vie, il va devenir le Saint-Bernard de l'Atlantique.